Nous sommes en 1940. L'Europe tremble sous le poids de la puissance militaire de l'Allemagne nazie. Le 10 mai, la machine de guerre allemande, alimentée par la vitesse terrifiante et la force de la Blitzkrieg, déchaîne sa fureur sur la France. Les divisions Panzer, telles des poings de fer, traversent les Ardennes, prenant les Français et leurs alliés britanniques complètement au dépourvu. La doctrine militaire française, dépassée, s'accrochant aux défenses statiques de la ligne Maginot, s'avère totalement inadéquate face à l'assaut allemand. La panique se répand comme une traînée de poudre alors que les troupes allemandes avancent à une vitesse fulgurante, s'enfonçant profondément en territoire français. Paris, la ville lumière, fait face à l'impensable, la perspective de tomber aux mains de l'ennemi. Le 14 juin 1940, l'impensable devient réalité. Les troupes allemandes défilent triomphalement dans les rues de Paris. Le gouvernement français, en déroute, se réfugie à Bordeaux, laissant le sort de la nation en suspens. Un sentiment de choc et d'incrédulité s'empare du peuple français alors que la croix gammée projette son ombre noire sur leur patrie. La France à genoux, un nouveau chapitre humiliant commence, l'occupation. Les rues autrefois animées de Paris et d'autres villes françaises sont maintenant sous le contrôle des forces allemandes, une présence oppressante qui change la vie quotidienne de chaque citoyen. Le 22 juin 1940, la France signe un armistice avec l'Allemagne dans la forêt de Compiègne, un acte qui scelle le sort de la nation pour les années à venir. Ironiquement, c'est le même lieu où l'Allemagne s'était rendue en 1918, un rappel cruel de la tournure des événements. Les termes sont durs. L'Allemagne occupe le nord et l'ouest de la France, y compris Paris, imposant une autorité stricte et une surveillance constante. Tandis que le territoire restant forme une zone non occupée au sud, administrée par le gouvernement de Vichy, une marionnette aux mains des Allemands. Une cicatrice visible divise la nation, la ligne de démarcation. Une frontière qui sépare non seulement les territoires, mais aussi les familles et les communautés. Cette frontière invisible, fortement gardée par les troupes allemandes, coupe la communication et isole les familles, créant un climat de peur et de méfiance. Traverser la ligne devient une entreprise périlleuse, pleine de dangers et d'incertitudes. Les tentatives de passage clandestin sont fréquentes, mais souvent réprimées avec une brutalité impitoyable. Le peuple français, autrefois uni, se retrouve désormais à vivre dans deux mondes distincts. En zone occupée, la vie est marquée par la présence constante des soldats allemands et les restrictions sévères imposées par l'occupant. En zone occupée, la présence des soldats allemands est incontournable. Les patrouilles régulières et les contrôles d'identité sont devenus une routine oppressante. Les patrouilles de la Luftwaffe obscurcissent le ciel, rappelant constamment la domination aérienne allemande et la menace omniprésente de bombardements. Tandis que des affiches placardées sur les bâtiments proclament la domination du Troisième Reich, la propagande nazie s'infiltre dans tous les aspects de la vie quotidienne. La langue française elle-même devient une cible, remplacée par l'allemand sur les panneaux de signalisation et les documents officiels, un effort pour effacer l'identité culturelle française. Le peuple français est confronté à un choix difficile, se soumettre aux diktats de l'occupant ou résister. La résistance commence à s'organiser, des groupes clandestins se forment, prêts à lutter pour la liberté et l'honneur de la France. La vie quotidienne sous l'occupation nazie devient une lutte constante pour la survie. Les rues autrefois animées de France sont maintenant marquées par la présence oppressante des soldats allemands, et chaque jour apporte de nouveaux défis pour les civils. La machine de guerre allemande, insatiable dans son appétit de ressources, saigne la France à blanc. Les forces d'occupation ne se contentent pas de prendre des biens matériels. Elles exploitent également les ressources humaines, forçant de nombreux Français à travailler pour l'effort de guerre allemand. La nourriture, le carburant et autres biens essentiels disparaissent des rayons des magasins,
remplacés par de maigres rations et de longues files d'attente. Les familles doivent s'adapter à une nouvelle réalité où chaque repas est une victoire et où les cartes de rationnement deviennent des objets de valeur inestimable. Le marché noir prospère alors que le désespoir pousse les gens à des extrémités extraordinaires pour nourrir leur famille. Les échanges clandestins deviennent monnaie courante et les risques encourus par ceux qui participent à ces activités sont énormes, mais souvent nécessaires pour survivre. Le régime nazi impose son idéologie d'une main de fer. Les affiches de propagande envahissent les murs des villes et les soldats allemands patrouillent constamment, rappelant à tous la présence omniprésente de l'occupant. Les lois antisémites dépouillent les Juifs de leurs droits et de leur dignité, les forçant à porter l'étoile jaune et à faire face à un harcèlement constant. Les familles juives vivent dans une peur perpétuelle, chaque jour apportant la menace d'une nouvelle persécution. Des milliers d'entre eux sont arrêtés et déportés vers des camps de concentration, leur sort inconnu de leurs proches restés au pays. Les trains de la mort deviennent un symbole tragique de cette période sombre, emportant avec eux des vies et des espoirs brisés. La collaboration, une tache sombre dans l'histoire de la France, apparaît comme une réalité complexe et troublante. Certains voient en elle une nécessité pour survivre, tandis que d'autres y voient une trahison impardonnable. Certains citoyens français, mus par la peur, l'opportunisme ou une idéologie erronée, choisissent de coopérer avec les nazis. Ils trouvent dans cette collaboration une manière de protéger leurs propres intérêts, souvent au détriment de leurs voisins et amis. Ils occupent des postes administratifs, appliquent les lois allemandes et vont même jusqu'à trahir leurs concitoyens. Les dénonciations deviennent courantes et la méfiance s'installe au sein des communautés, fracturant les liens sociaux. Le spectre de la collaboration jette une ombre sur cette période, divisant les communautés et créant des blessures durables. Les cicatrices laissées par ces années de guerre et de trahison sont profondes, et la réconciliation post-guerre s'avère être un processus long et douloureux, marqué par des souvenirs amers et des tensions persistantes. En zone non occupée, un nouveau gouvernement voit le jour, le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Philippe Pétain, héros de la Première Guerre mondiale. Ce gouvernement, formé après la défaite de la France face à l'Allemagne nazie, se présente comme une solution pour maintenir une certaine forme de souveraineté française, bien que sous la tutelle allemande. Pétain, personnage vénéré mais vieillissant, promet l'ordre et la stabilité en ces temps de chaos. Il est perçu par beaucoup comme un sauveur, un homme capable de restaurer la dignité et l'honneur de la France après la défaite humiliante. Cependant, derrière cette façade de stabilité, se cache une réalité bien plus sombre. Cependant, le gouvernement de Vichy, désireux de plaire à ses maîtres allemands, s'engage sur la voie de la collaboration qui ternira à jamais son héritage. Les décisions prises par ce régime ne sont pas seulement des actes de survie politique, mais des choix délibérés qui alignent la France avec les idéologies nazies. Le régime de Vichy adopte plusieurs des idéologies haineuses des nazis, intégrant des éléments de l'antisémitisme et de la xénophobie dans ses politiques. Les propagandes diffusées par le régime cherchent à justifier ces actions en les présentant comme nécessaires pour la sécurité et la pureté de la nation, promulguant des lois discriminatoires à l'encontre des Juifs et autres minorités. Ces lois, connues sous le nom de statut des Juifs, excluent les Juifs de la vie publique, les privant de leurs droits civiques et économiques. Les commerces juifs sont marqués et les familles sont progressivement isolées de la société. Ils collaborent avec la Gestapo pour traquer les résistants et les Juifs, utilisant les forces de police françaises pour mener des raids et des arrestations. Les résistants, qui luttent pour la liberté et l'indépendance de la France, sont considérés comme des ennemis de l'État par le régime de Vichy, envoyant des milliers d'entre eux à la mort dans les camps de concentration. Les déportations sont organisées avec une efficacité terrifiante.
et des familles entières sont arrachées de leur foyer pour être envoyées vers une mort certaine. La République française, autrefois fière, devient sous le couvert du régime de Vichy, complice des crimes nazis. Les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont trahies, et la France devient un pion dans le jeu cruel des nazis. La complicité du gouvernement de Vichy dans la Shoah, déportant des Juifs français vers la mort, est un rappel brutal des dangers de l'apaisement et du pouvoir de séduction des idéologies totalitaires. Les accords signés avec les nazis scellent le sort de milliers de vies innocentes. Déportant des Juifs français vers la mort est un rappel brutal des dangers de l'apaisement et du pouvoir de séduction des idéologies totalitaires. Les mémoriaux et les musées dédiés à la Shoah en France sont des témoins silencieux de cette période sombre de l'histoire. L'héritage de Vichy continue de hanter la France, un rappel douloureux de la fragilité de la démocratie et de la facilité avec laquelle de bonnes intentions peuvent être détournées pour servir des fins malveillantes. Les discussions historiques et les réflexions sur cette période sont essentielles pour comprendre les erreurs du passé et éviter qu'elles ne se reproduisent. Un rappel douloureux de la fragilité de la démocratie et de la facilité avec laquelle de bonnes intentions peuvent être détournées pour servir des fins malveillantes. La France moderne, avec ses institutions démocratiques et ses engagements envers les droits de l'homme, cherche à tirer les leçons de cette période pour construire un avenir plus juste et équitable.